Bonjour à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du 19 mai 2020. Avant de commencer, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Petit rappel, étant donné que jeudi est un jour férié en France, je serai aussi absent ce vendredi. De ce fait, mercredi sera le dernier briefing des marchés de la semaine et nous nous retrouverons donc lundi pour un prochain briefing des marchés. Maintenant, direction les bourses européennes qui ont démarré quand même la semaine en fanfare, en près de 8 semaines, avec une de leurs meilleures séances, profitant, comme vous le savez, des espoirs de reprise progressive de l'activité économique, de la promesse ce week-end renouvelée de soutien de la Réserve fédérale et des premiers résultats prometteurs d'un essai de vaccin expérimental contre le Covid-19. Alors, au lendemain de déclarations jugées rassurantes de Jérôme Powell, le président de la Fed, sur la possibilité d'une reprise graduelle de l'économie au second semestre et la détermination de la Banque centrale à prendre de nouvelles mesures en cas de besoin, les investisseurs ont salué les dernières annonces de levée de mesures de confinement en Europe et aux États-Unis, ainsi, surtout c'était le catalyseur, que les résultats préliminaires encourageants annoncé par le laboratoire américain Moderna sur un essai de candidat vaccin contre le coronavirus. Toutefois, le marché s'est une nouvelle fois enflammé. Pour rappel, on avait eu le même effet quand Gilead Sciences avait annoncé des résultats encourageants et derrière, finalement, cela n'avait abouti à rien et le marché était tout aussi bien retombé. Pour finir, l'élément phare en Europe, c'était la France et l'Allemagne qui ont proposé un plan de relance de 500 milliards d'euros afin d'aider l'Union européenne à surmonter la crise engendrée par la pandémie via un mécanisme inédit qu'on appelle de mutualisation de la dette européenne. Côté US, eh bien forcément Wall Street a lui aussi, elle aussi bondi et l'indice S&P a clôturé à son plus haut niveau depuis 10 semaines. Sur fond une nouvelle fois d'optimisme relatif aux premières données concernant un vaccin potentiel contre le coronavirus et à la promesse de soutien supplémentaire une nouvelle fois pour venir en aide à l'économie. Alors effectivement, on a eu le laboratoire de biotechnologie Moderna qui a fait état de premiers résultats positifs d'un essai de phase 1 qui semble être positif contre le Covid-19. Toutefois, cette information est à prendre avec des pincettes puisqu'il ne s'agit que d'un essai de phase 1. On est loin encore d'avoir trouvé un vaccin, mais ça donne du baume au cœur, encore une fois, au marché et qui s'est complètement, enfin du moins sur les bourses européennes, on s'est littéralement envolé suite à cette news. Toutefois, ça n'a pas encore été testé sur les animaux et comme je le disais, on avait déjà eu la promesse avec Gilead Sciences et au final, ça n'avait abouti à rien. Les résultats complets de cet essai de phase 1 ne sont toutefois pas encore connus et des essais à grande échelle sont prévus en juillet. Donc on aura un peu plus de visibilité d'ici là. Les marchés ont également bien accueilli les déclarations de Jérôme Powell sur une reprise graduelle de l'économie et la détermination de la Fed à amplifier son soutien en cas de besoin. Donc certes, Jérôme Powell s'est dit prêt à agir une nouvelle fois si nécessaire. Toutefois, les marchés restent quand même, on va dire, un peu euphoriques, optimistes et envisagent toujours une reprise rapide de l'économie. Certes, ils pensent que le pire est derrière nous. Certes, d'un point de vue des certains indicateurs, on a fait un point bas historique, que ce soit peut-être sur les PMI, sur les immatriculations de voitures, comme je vais vous le montrer un instant plus tard. Mais on n'a aucune certitude que l'économie va repartir très rapidement. Encore une fois, on a le FMI qui nous a averti ce matin, qui a dit on va encore revoir nos prévisions à la baisse. On fera un rapport final au mois de juin, mais l'économie va repartir,
certes, mais la reprise économique va être longue et lente, et elle prévoit même une reprise vraiment en bonne et due forme qu'à partir de 2021, qu'à partir de mi-2021. Alors, les propos, bien sûr, de Jérôme Powell s'ajoutent à de nouvelles mesures de déconfinement dans plusieurs pays, comme l'Espagne, l'Italie ou la France, qui renforcent, comme je vous le disais, en fait, le scénario d'un retour progressif à la croissance après la contraction brutale en cours. Donc oui, on va avoir un retour progressif à la croissance, mais à quel degré et à quel niveau? La contraction en cours a été brutale, donc on est toujours, du moins les investisseurs sont toujours dans cette optique, le pire est derrière nous, maintenant ça va repartir et ça va aller de plus belle. Donc ça, les mois à venir nous le diront. Toutefois, plusieurs institutions, que ce soit le FMI, même Jérôme Powell, a averti que la reprise pouvait être longue et que le taux de chômage pouvait même atteindre 20 à 30% aux États-Unis et qu'il baissera sûrement, mais qu'il ne reviendra pas à 3,5 comme il l'était il y a encore quelques mois. Et forcément, ces espoirs d'une reprise économique mondiale ont également soutenu les cours du pétrole en hausse, il me semble, sur le Brent à 9% et de 7% à peu près sur le WT. Côté macro, pas grand-chose à se mettre sous la dent ce matin, uniquement les immatriculations de voitures européennes. Donc on voit que face à des pays complètement paralysés et à l'arrêt, les immatriculations européennes de voitures ont chuté à leur plus bas, en baisse de quasiment 76% sur un an au mois d'avril. Effectivement, encore une fois, on constate bien l'impact du coronavirus sur le secteur automobile. Toutefois, lors du déconfinement en Chine, on a remarqué une reprise de la consommation, bien évidemment, mais les Chinois, qui prennent énormément les transports en commun, ont préféré se ruer vers le constructeur Tesla pour acheter des modèles électriques de voitures. Donc on a eu un bond des voitures électriques en Chine derrière lors du déconfinement car les Chinois préféraient se déplacer avec une voiture électrique plutôt qu'utiliser en tout cas les transports en commun de peur d'une nouvelle vague et d'un nouveau confinement au sein du pays. Donc pareil, je m'attends aussi bien sûr à un rebond, du moins, on ne va pas rester cloué au sol à ce niveau-là sur les immatriculations de voitures, il va bien sûr avoir un redémarrage, mais c'est un secteur qui va mettre du temps aussi à se relever. C'est un secteur comme le secteur de l'énergie, de l'aéronautique, c'est des secteurs qui ont beaucoup souffert et peu arrivent à tirer leur épingle du jeu. On remarque qu'il n'y a que Tesla pour le moment, mais les investisseurs sur Tesla, alors qu'elle produit et vend moins de voitures que General Motors ou même Ford, on n'est plus sur un projet sur Tesla. On va être sur essentiellement, les investisseurs achètent en quelque sorte un rêve de cette voiture électrique, mais la capitalisation, en tout cas, dépasse celle de Peugeot, Renault, Ford, General Motors. Donc, forcément, on achète la rumeur concernant Tesla, car pour le moment, la production n'est toujours pas au rendez-vous. Tesla pourrait encore une fois réussir à tirer son épingle du jeu, en tout cas sur l'immatriculation de voitures, même peut-être en Europe, mais Tesla, du moins Elon Musk, a aussi averti que le Covid-19 avait fortement impacté sa production de voitures un peu partout dans le monde. Ici, c'est un graphique du e-commerce durant le confinement. Et le e-commerce a presque autant progressé pendant la crise que lors des 10 dernières années. On se rend compte qu'on a eu un spike vraiment ici. Là, c'est uniquement sur 2 mois, alors que là, on est sur voilà, une échelle
Voilà, on est sur une année à chaque fois. Là, on est seulement sur 2 mois, donc 27%, et on a atteint un niveau record, en tout cas, d'un point de vue des pourcentages, 27% ça représente 27% des ventes au détail actuellement, en seulement 2 mois. Et effectivement, on constate avec les techs, bien sûr, qui ont une nouvelle fois atteint des niveaux records, surtout Amazon. Je pense aussi à Alibaba, mais Amazon a profité énormément du confinement et l'action a inscrit des nouveaux plus hauts, de nouveaux plus hauts en tout cas historiques. Ce qui explique une nouvelle fois la hausse stratosphérique du Nasdaq durant le confinement et le rebond assez incroyable étant donné que les techs sur le Nasdaq 100 représentent, il me semble, 40% de la pondération de l'indice Nasdaq 100, les GAFAM, et 20%, 21 maintenant, 21% de la pondération dans le S&P 500. Donc forcément, avec un e-commerce qui a progressé de manière spectaculaire, eh bien, les indices aussi, les investisseurs se sont rués pour investir sur ces valeurs. Maintenant, passons à la partie graphique avec, comme à l'accoutumée, pour commencer, le CAC 40 qui corrige bien après une hausse un peu fulgurante, on va dire. On a quand même pris 5%, ce n'est pas rien. Donc oui, on a eu une sacrée hausse ici à 5%. Beaucoup anticipaient la fin de la baisse, la reprise, mais concrètement, où en sommes-nous? Est-ce que ces news sont satisfaisantes pour dire oui, l'économie va repartir? On a un flux acheteur qui s'est déclenché cette semaine. En tout cas, encore une fois, on est sur des espoirs. Pour le moment, on a espoir d'un vaccin, potentiellement une relance à venir de la part de l'Allemagne et de la France. Moderna avec l'essai de phase 1, mais c'est seulement un essai de phase 1, ça n'a même pas été testé sur les animaux pour le moment. Rappelez-vous avec Gilead Sciences que ça avait donné. Derrière, rien du tout. Dans tous les cas, le vaccin ne pourrait pas être distribué avant 2021. Donc, même si on trouve un vaccin, c'est pas ça qui va redonner aux commerces qui ont été fermés de la trésorerie et des emplois. Donc, oui, on va pouvoir guérir les gens, très bien, mais derrière, c'est la consommation surtout qui va être très importante, c'est la consommation des ménages. Et si les ménages ne parviennent pas à consommer parce qu'il y a eu des licenciements, des entreprises qui ont fait faillite, comment voulez-vous qu'on ait une reprise économique aussi forte, du moins qu'on retourne sur des niveaux de 2019? Pareil, ça risque de coincer. Et là, pour le moment, on voit que le marché retombe en tout cas. Où en sommes-nous? On est dans un range. Encore une fois, on pourrait très bien évoluer dans un range entre 4100 et 4140 et 4600 durant plusieurs semaines. On est dans ce range depuis quasiment 2 mois presque. On est dans ce range. Et donc, on voit la réaction du marché. Les vendeurs se manifestent une nouvelle fois vers les 4550, 4600 et ils achètent vers la borne basse. C'est ici qu'on est venu combler le gap une nouvelle fois. Donc, range, ici, excès. Au-dessus, on est vite retombé en dessous. Et encore une fois, voilà, c'est du ping-pong. On est dans un range de moyen terme depuis un mois sur le CAC. Les vendeurs se manifestent 4550, 4006 et les acheteurs se manifestent, eux, vers les 4140, 4182. Donc on est purement dans une stratégie de trading range, de ping-pong et de retour à l'envoyeur. Seule la cassure d'une des deux bornes permettrait d'avoir plus de visibilité. Alors en direction peut-être des 4007 ou bien des 3008. Et pour le moment, en fait, malgré une hausse de 5%, si on prend du recul, eh bien on est toujours dans le range. On est toujours dans ce range. Pour moi, les pivots à surveiller, ça va être la cassure de la borne haute ou de la borne basse. Le DAX, pareil, nouvelle réaction du marché sur la zone haute où on avait eu notre pattern.
Donc cette droite, tu peux l'enlever, elle ne sert plus à rien. Et peut-être qu'on va partir dans un nouveau range. Encore une fois, juste ici. Entre 10 200 et 10 240. Voilà. Ici, je prends le cours de clôture. Ici, un range. 10 240, 11 240. Donc un range de 1000 points quand même. Ce n'est pas rien. Alors certes, on avait l'avalement baissier ici, mais ça sent pas bon. Pour moi, en tout cas, il a été invalidé parce qu'on est largement revenu, du moins quelqu'un qui était vendeur sur cet avalement avec un stop placé juste au-dessus, il s'est fait sortir du marché. Alors que sur le CAC, je ne suis pas allé vérifier, mais il me semble que l'avalement, voilà, il tient toujours. En tout cas, on n'est pas revenu sur les plus hauts. Donc sur le CAC, c'est bon. Sur le DAX, ça coince. Et on est dans un range de court terme. Mais un range qui fait quand même 1000 points. Mais même constat. Range, grosse résistance quand même vers les 11 300. Donc attention à ne pas se faire piéger aussi si jamais on fait un excès avec un bull trap. Toutefois, une nouvelle fois, voilà, les vendeurs se manifestent ici, grosse zone, et les acheteurs sont très forts à 10 240. Donc, nouvelle phase de trading range et de ping-pong à venir peut-être pour cette semaine. Mais on a eu quand même un gros flux acheteur qui a démarré. Donc finalement, si ça s'essouffle, on va partir sur de la neutralité. Mais c'est vrai qu'en voyant la hausse impressionnante d'hier avec plus 5%, on se dit, bon, là, les acheteurs quand même se manifestent bien. Mais si on n'est que sur de l'espoir, finalement, eh bien, ça peut très vite retomber en fait, et continuer à consolider dans ce range pendant des semaines. Là, ça fait plus d'un mois, et on peut très bien encore eh bien, continuer à évoluer dans ce range-là. Et seule la cassure permettra d'aller combler tous les gaps qu'il y a ici. Le Dow Jones, c'est le même constat, c'est range. Voilà, magnifique range, ici, à peu près. Et range depuis le 8 avril. Finalement, on avait un peu cette épaule, tête-épaule. Bon, elle a dysfonctionné, pas très jolie. La pente était quand même très. La ligne de coup, du moins la pente de la ligne de coup était assez raide. Et finalement, ça n'a pas pris. Donc, pareil, range, si on se met en hebdomadaire, pour rappel, une nouvelle fois, on voit qu'on travaille cette grosse zone. Hein. On est vraiment dans une grosse zone ici qu'on travaille depuis plus d'un mois, entre 24 680 et les points bas vers les 23 000. Donc pour le moment, on a eu un gros flux, plus 3,85 qui s'est mis en place. Mais une nouvelle fois, si on prend du recul, on est dans un range. Là, les futurs, il me semble, sont légèrement dans le rouge. Et on pourrait très bien continuer d'évoluer dans ce range. Donc, oui, la cassure des plus hauts ici permettrait d'aller chercher 25 390, pourquoi pas la mobile de 100. Mais sinon, c'est peut-être une nouvelle rotation des prix à l'intérieur du range. Et là, par contre, la cassure par le bas de ce niveau de la moyenne mobile 50 permettrait d'accélérer pour venir combler le gap qui est juste ici. Mes conclusions, malgré cette hausse ascensionnelle qu'on a eue hier, on est dans des ranges. Pour le moment, on est dans des ranges. Et c'est la même chose sur le S&P. Hein, si on prend l'indice de référence, voilà. Au moins, le S&P, c'est quand même clair. On est capé entre 61,8 et 50. Et le range, il est très facile, il est juste là. Voilà. Bon, on est capé entre deux niveaux. Voilà, prisonnier, 61,8, 50, range, avec MM200 juste au-dessus de la tête. Donc, pareil, belle hausse, mais finalement on est dans un range. Ça n'a pas permis de casser une résistance. On a buté sur résistance. On s'est arrêté sur résistance. Donc,
une nouvelle fois, tant que le haut de la résistance n'est pas cassé, eh bien, rien n'empêche d'avoir une nouvelle rotation des prix à l'intérieur du range. Seule la cassure de la résistance permettrait d'aller chercher un peu plus haut. Sinon, voilà, depuis un mois, même constat, on est dans un range entre le retracement de 50 et de 61,8 sur le S&P. À part le Nasdaq qui, lui, poursuit son ascension. Mais le Nasdaq, c'est un autre débat, étant donné que too big to fail et les techs, comme je vous l'ai expliqué, ont largement profité du confinement et vont continuer à profiter étant donné que le marché considère une nouvelle fois que les techs sont un peu comme une valeur refuge, j'ai l'impression, et qu'elles ne tomberont jamais, quoi qu'il arrive. Concernant le Forex, tout de suite avec le GBP-USD. Alors le GBP-USD, je me méfie, étant donné qu'on a quand même eu ce double top ici, mais hier on a eu un tel momentum haussier un peu partout, que finalement on a dessiné un pattern de retournement ici. On a un piercing line, vous voyez, l'inverse de la couverture en nuage noir, l'inverse du dark cloud cover. Et en plus, on a fait un gap baissier et on a ravalé plus de 50% de la bougie précédente. Donc en fait, ici, il y a un signal de retournement en soi. En plus avec un gap baissier, car c'est durant l'ouverture des marchés dimanche soir, cette bougie. Donc là, gap baissier, signal de retournement, donc prudence. Prudence tout de même sur cette figure, sauf si on assiste à un vent d'espoir en fait sur les marchés, que derrière ça retombe. Mais effectivement, si on repasse au-dessus de la MM50, on pourrait avoir une fin de baisse grâce à ce signal en tout cas. Là, on travaille le niveau des 1,22, on s'est pile poil arrêté sur les 1,22, donc oui, si ça retombe et qu'on ne repasse pas au-dessus de la ligne de coup et de la MM50, effectivement, on pourra avoir plus de baisse. Et là, prudence avec ce signal de retournement, en plus avec cap baissier, on avale, on retrace plus de 50% de la bougie précédente, donc forcément, là, il y a un signal, en tout cas, de fin de baisse. Et même constat sur le GBP face au yen japonais. Voilà, une nouvelle fois, gap baissier, on retrace plus de 50% de la bougie précédente et même on retrace plus de 50% du range, donc avec les conditions de renforcement, donc piercing pattern, en tout cas piercing line en cours. Et pareil, fausse cassure des 130-35 et on réintègre. Les 130-35, c'était un peu cette zone de polarité. Fausse cassure, on réintègre avec un chemin de retournement. Pareil, attention, peut-être que si finalement le pire est derrière nous, comme le prévoient les marchés à court terme, eh bien, le yen japonais n'a aucune raison de se renforcer et au contraire, la livre sterling pourrait profiter pour rebondir et peut-être retourner sur les 135,40. Même constat pour l'euro CHF qui a bondi. On a assisté à, c'est le plus grand rallye en journalier, soit c'est le plus fort rallye qu'on ait eu depuis avril 2017. Donc officieusement, on savait que la BNS défendait le seuil des 1,05, on voyait qu'on était capé ici sur les 1,0510. Pareil, on a ouvert avec un gap baissier ici, comme vous pouvez le voir, gap baissier, et puis on a eu un énorme avalement qui avale les 10 bougies précédentes. Donc oui, gros signal, en tout cas, gros signal technique haussier, avec un double bottom en plus, presque un triple, quasiment, 1, 2, 3, donc presque un triple. Hausse fulgurante, donc on a quasiment atteint les objectifs, on est venu taper les 1,0630 et les 1,0665. Le prochain gros niveau, c'est à 1,0735. Et là, on bute sur la prochaine zone. Du moins, on travaille déjà la grosse zone technique. Donc, forcément, oui, on a eu un bel avalement haussier qui est censé mettre fin à cette baisse. Toutefois, le franc suisse reste quand même une valeur refuge et que la crise est loin d'être terminée pour le moment. Et on n'a aucune certitude que le pire est derrière nous.
Mais la clôture hebdomadaire va être importante, parce que là, on a quand même un beau chandelier, bel avalement hebdomadaire, une belle bougie flux. Toutefois, pareil, on pourrait une nouvelle fois consolider dans un range. Il faut y aller étape par étape, pas s'emballer sur ce chandelier en se disant bon, fin de la baisse, et puis le marché repasse en tendance haussière. Pareil, j'ai un peu du mal avec ce concept sur l'euro CHF, qui est complètement au tapis depuis 2018. Alors oui, qu'il reprenne de la hauteur, certes, mais de là à repartir en tendance haussière, non. Non, je n'envisage pas une reprise immédiate de l'euro face au franc suisse. Là, on attaque une résistance, comme vous le voyez ici, on est pile poil sur la résistance hebdomadaire mensuelle. Donc, pour moi, en hebdomadaire, le marché va devoir franchir ce niveau. Si le marché franchit ce niveau, on pourra parler effectivement de reprise haussière, en tout cas. Mais sinon, ça pourrait être un piège. Voilà, c'est la zone de polarité à casser. Si on affine en journalier, on se rend tout de suite compte que là, on est en train de travailler. Alors certes, on est sorti par le haut du biseau, on a cassé la moyenne mobile 50 périodes, mais rien n'empêche d'avoir un range de consolidation. Voilà. Et de partir dans un méga range entre 1,05 et 1,0630. Donc il va falloir casser les 1,0630 et les 1,0665 et confirmer tout ça, hein, il ne suffit pas de faire de la mèche, en clôture hebdomadaire. Et oui, dans ce cas-là, on pourrait aller chercher les 1,0735. Le gold, forcément, le gold a été pénalisé, en tout cas face à ce plan de relance, enfin, du moins était cette abondance d'espoir qu'on a eu hier sur les marchés. Et cette hausse, donc les investisseurs ont retrouvé l'appétit pour le risque et ont délaissé le gold, qui reste un actif en période d'aversion au risque. Mais une nouvelle fois, est-ce que le risque a complètement disparu? Non, le risque est encore présent, le risque est encore là, et le gold, alors oui, il s'est bien envolé en début de matinée, derrière est retombé parce que forcément, quand vous prenez plus 5 sur les indices, eh bien, le franc suisse est délaissé, l'or est délaissé, mais le risque, lui, est toujours présent. Du moins, le Covid-19 n'a pas disparu. Les entreprises continuent à licencier, il me semble. Uber a encore licencié. Des plans de relance sont nécessaires parce que finalement, l'économie ne va pas super bien. Donc, non, il y a toujours une aversion au risque qui est présente. C'est juste que durant la séance d'hier, eh bien, cet actif a été délaissé. Est-ce que pour autant, la dynamique a changé? Non, on reste haussier. On a juste une belle bougie de correction, enfin du moins de repli sur une zone clé. Donc effectivement, on allait casser les 1750, c'est dommage. On a échoué sur les 1750. Peut-être assister à un repli, mais en tout cas, on est toujours dans ce triangle et la hausse du triangle n'est pas validée, hein. L'objectif reste toujours à 1800. Il suffit que demain on ait une autre news sur autre chose et le gold va repartir de l'avant. Pour le moment, beau repli du gold, en tout cas sur résistance, mais la dynamique, elle, reste haussière et peut-être que le gold a besoin de se replier avant de repartir. Voilà. Bon, on va peut-être venir prendre appui sur la moyenne mobile 50. En tout cas, oui, on a eu une belle correction ici. Ça a permis de dégonfler les indicateurs, mais pour le moment, la tendance reste haussière sur l'actif. Concernant le Brent, plus 8, hein, plus 8. Le marché s'envole aussi hein, face à ses espoirs, donc bon, objectif de la divergence 44, hein, 44, mais c'est vrai qu'à ce rythme-là, là, on fait une séance à 7, une séance à 3, et une séance à 8, 9, pardon. On a quand même bien progressé hein, sur le Brent. Hein. Mais bon, pas de signal baissier. Ça sert à rien d'être à contre-courant. Pour le moment, les acheteurs, tant mieux pour eux. N'oubliez pas de remonter vos stocks, de prendre des bénéfices, mais les vendeurs, j'ai envie de vous dire, attendez.
C'est à faire comme l'autre fois, hein, si on regarde le sentiment client IG, ici on avait beaucoup d'acheteurs alors que le marché ne délivrait aucun signal de hausse. Et ici, je pense qu'on a beaucoup de vendeurs parce que le marché a pris 130% en seulement quelques séances. 77, c'est les 160, c'est sur le WTI surtout. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien. RSI au-dessus de 50 pour le moment, tout va bien. On avait une divergence journalière au-dessus de 50. On casse des résistances une à une. La prochaine est à 37,28. Il n'y a aucun signal de retournement. Voilà, la prochaine se situe ici. 37,28. À peu près. 37. Voilà. Quasiment avec le spike qui est juste ici, mais pareil, hein, une divergence haussière qui est en place. Donc, pour le moment, à court terme, aucun signal de vente sur le WTI. Et en 4 heures, bon, on travaille les anciens tops ici, mais pareil, hein, pas de signal. C'est encore trop tôt. La dynamique est haussière. Donc, cadrer tout ça, voilà. Essayer de mettre une droite de tendance pour cadrer cette hausse et commencer à s'inquiéter si les prix arrivent ici et cassent les 32 et notre oblique. Là, effectivement, le mouvement commencerait à s'essouffler. En tout cas, le WTI, pareil. On va mettre notre droite ici. Voilà. Qui permet de cadrer la hausse, mais pas de signal de vente. Pas de signal de retournement, en tout cas, d'un point de vue le RSI était un peu chargé, on a dégonflé, mais tant qu'on repasse pas sous les 30 et qu'on ne casse pas notre oblique, qu'on sort pas par le bas du canal, eh bien, toujours pas de signe. C'est haussier. C'est haussier. Donc oui, la hausse est assez folle. Et là, on s'approche d'une zone à 33,55, 33,55 par le passé. Bon, ça doit être un gros niveau que j'avais dû noter ici, qu'on avait dû travailler par le passé, les 33,55. Le prochain gros niveau, c'est... Ah bah c'est là. C'est ici. Voilà. C'est le spike, le point bas en 2009, ici. C'est le point bas de 2009, et donc on est venu travailler ce niveau. Donc effectivement, si on casse, c'est la résistance trimestrielle à aller chercher à 37, qui correspond aussi à l'objectif théorique de la divergence. On rappelle, voilà. Ah, on est quasiment venu chercher. Hein. Manque un peu, pour encore avoir un petit excès, un petit chouille, pour venir chercher les 50% à 36. On est venu quasiment à 33. Et voilà, travailler les zones. Encore une fois, notre niveau de 50% correspond à la zone à peu près trimestrielle vers les 37,50, 37,75. Et pour le moment, journalier, eh bien, pas de signal de baisse. Donc, à voir, hein. On fait un gap haussier si on avale durant la journée, ok, éventuellement, mais là, pour le moment, c'est haussier. C'est haussier et on évolue dans un canal haussier. Pour terminer ce briefing des marchés, le BTC, mais pas grand chose à dire dessus, hein. Rien n'a changé depuis hier. Il faut se montrer patient. Mais on est toujours au-dessus de la zone de polarité, donc on a franchi notre résistance, c'est très bien. Maintenant, il faut tenir. Encore une fois, il ne suffit pas d'évoluer 2 semaines au-dessus et puis retomber derrière. Là, le marché aurait strictement rien dans le ventre. Non, si on casse des niveaux, c'est d'aller chercher des prochaines résistances. Là, la prochaine grosse résistance, c'est les 10 900. Donc là, soit le scénario n'a pas changé. Donc 10 009, c'est le prochain objectif majeur. On a peut-être allé 10 380, mais on s'en fiche, c'est pas un gros niveau. Le vrai gros niveau, c'est 10 009. Ou la borne haute du canal. Mais dans ce cas-là, si les prix montent là, directement en ligne droite, ce serait ce gros niveau, directement les 10 009.
et les acheteurs continuent de garder la main. Le seul signal qui devrait nous faire peur, moins pour les haussiers, les détenteurs de Bitcoin, c'est la cassure du canal haussier. Voilà. Seule la cassure du canal haussier, et si on repasse et que l'on fait une incursion sous la zone de polarité à 9006, 9003, là effectivement, attention, soit on peut partir dans un range, hein, effectivement, c'est pas parce qu'on casse le canal c'est pas parce qu'on casse le canal haussier qu'on a un retournement, on peut très bien aussi partir dans un range, hein, on casse le canal et puis finalement on va ranger. Mais toutefois, ça montrait quand même que le marché manque de carburant. Encore une nouvelle fois, comme ici, que le marché n'a absolument pas de force pour aller plus haut. Parce qu'une fois, je veux bien qu'on échoue, 2 fois, breakout avorté, 3 fois, ça commence à faire beaucoup. Pareil ici, ça montre que finalement, le marché est pas si solide que ça, hein. Quand ça bute une fois, c'est normal, on teste. Breakout avorté, deuxième fois, bon, on se dit, ok, les vendeurs étaient présents, mais troisième fois, quatrième fois, on se rend compte qu'on arrive sur un marché qui est à bout de souffle, en fait. Un marché qui est à bout de souffle, qui manque de carburant, de peps, et que derrière, eh bien, finalement, les vendeurs gagnent la bataille et retournent le marché à la baisse. Voilà le scénario sur le BTC. Ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, pour celles et ceux qui souhaitent consulter mon article, vous pouvez le retrouver dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de vous inscrire aux stratégies bourse Forex cet après-midi à 14 h. On se retrouve aussi demain à 14 h pour les figures chartistes, la partie 2. Et rappel, il n'y aura pas de briefing des marchés ce jeudi et ce vendredi. On se retrouvera donc à partir de lundi prochain. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, de très bons trades et on se retrouve soit demain, soit cet après-midi pour faire un point sur les marchés.